Les amis, j'espère que vous allez très bien. Si vous êtes amoureux de l'Afrique, il ne faut absolument pas rater cette vidéo. J'ai rencontré Tion Nyang aujourd'hui, on a passé tout le week-end quasiment ensemble pour son événement Afro Global Connect et il s'est ouvert davantage. Certains vont me dire, mais oui, on a déjà écouté Tion Nyang, on sait tout ce qu'il a à dire et tout, mais je pense que là, il est rentré dans des détails dans lesquels il n'était pas rentré auparavant. Il nous a parlé de sa campagne électorale présidentielle au Sénégal. Pourquoi est-ce que sa campagne a été refusée? Il nous a parlé également du projet lancé avec Akon. Il nous a parlé de Akon City et plein d'autres sujets. Si vous aussi, vous voulez voir l'Afrique s'émanciper, se développer, comprendre comment on peut le faire. Il a parlé d'énormément de choses, clairement. On a passé plus d'une heure ensemble et je pense qu'on n'a pas fini tellement il y a des points à débattre et des points à parler. Donc, je vous invite vraiment à écouter, à regarder cette vidéo de façon posée, écouter tout ce qu'il dit et je pense que nous avons besoin de leaders comme lui, inspirants, qui vont insuffler un souffle nouveau à toute cette jeunesse africaine qui veut vraiment voir l'Afrique avancer. Je pense que nous sommes d'accord que la solution, une des solutions, c'est de travailler ensemble et Tion le dira très bien dans cette interview. Donc, je vous laisse regarder cette interview avec beaucoup d'attention et j'espère qu'elle vous apportera énormément. Si vous êtes prêts, c'est parti. Aujourd'hui, je reçois une sommité. Je pense que vous le connaissez tous. En tout cas, ceux qui ne le connaissent pas, je me demande, mais où vous avez été pendant tout ce temps? Il est actuellement à Abidjan et on a décidé quand même de prendre un peu de son temps. Il est très occupé, mais il a bien voulu nous donner un peu de son temps pour nous partager son ambition pour l'Afrique, sa vision aussi de comment nous devons travailler ensemble. C'est l'un des leaders les plus influents, les plus inspirants et surtout les plus impactants en Afrique. Je pense que tout le monde le connaît. Mais bon, on sait jamais. Il y a peut-être certaines personnes qui se disent encore, mais oui, c'est qui et tout. Donc, permettez-moi, sous vos acclamations, de recevoir Monsieur Tion Nyang. Bonjour. Tion, comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va. C'est clair que tous les Africains te connaissent. Tu es de passage en Côte d'Ivoire et merci déjà pour le temps que tu nous donnes de partager un peu ce que tu as à dire aux Africains, parce que je pense que tu as beaucoup à leur dire. Comment tu te définis aujourd'hui? Qui est Tion? Bon, je me définis comme un Africain. D'accord. Un Africain qui se soucie de l'avenir de son continent, qui travaille chaque jour à l'intérieur du continent, mais aussi en dehors avec la diaspora, pour apporter sa modeste contribution, qui observe, mais regarde là où il y a des problèmes, là où on doit agir, et pose des actes chaque jour. Beaucoup plus l'action que la parole. Tous mes projets que vous voyez dans le continent, c'est des projets de cri de cœur, de ce que je vois qu'on doit changer, de l'agriculture, en voyant ce qui se passe. J'ai dû acheter des fermes et commencer l'agriculture pour inspirer d'autres à faire la même chose. Au lieu de blâmer les autres, de qui doit le faire, c'est le rôle du gouvernement, c'est le rôle de l'autre. Moi, je me pose toujours la question de qu'est-ce que je peux faire moi-même à mon niveau, d'abord, avant de regarder qui d'autre doit le faire. Si vous regardez la question des femmes qui me touche depuis mon enfance, parce que en regardant ma mère qui était la deuxième femme de mon père, polygamie, 3 femmes, les difficultés qu'elle a vécues, j'ai voulu changer sa vie. Ce qui m'a motivé aujourd'hui à lancer le Give One Project Women Training Center, c'est 5 ans, pour donner l'opportunité aux femmes africaines, sénégalaises, qui n'ont même pas fait l'école parfois, comme ma mère, qui n'ont pas accès à une éducation qui peut leur permettre d'avoir accès à l'emploi, de dépendre toujours de leur mari ou de leur frère ou de leur cousin, de leur sœur, de quelqu'un d'autre, de les nourrir. Et souvent, c'est extrêmement compliqué si ces femmes-là sont dans des familles polygames où les ressources ne sont pas assez et que tu as, comme ma mère, 10 enfants sur les 28 que tu dois gérer et parfois quand tu n'as pas le travail et tu attends ton mari, c'est extrêmement compliqué. Donc je me suis dit que je vais un jour, quand je retournerai au Sénégal, lancer un centre pour aider ces femmes-là parce qu'on ne peut pas prétendre développer un pays si la femme joue toujours le second role. Exact. Je crois fermement que nos pays ne peuvent pas se développer si on met pas les femmes au centre et au cœur de nos politiques, au cœur de nos préoccupations, au cœur de notre société. Parce que c'est là leur place, c'est pas derrière.
On doit leur donner les mêmes opportunités qu'on donne à tout le monde. Donc ça aussi, c'était un cri de cœur depuis l'enfance. Donc je me suis dit que maintenant que, alhamdoulilah, j'ai eu à changer la vie de ma mère, il y a aussi des mamans à moi, des sœurs à moi, mes filles, mes cousines qui sont partout dans ce continent. Encore, au lieu de poser la question à qui doit le faire, je dis à mon niveau, je peux acheter une maison, je le transforme en centre pour les femmes, je mets un programme, je mets les matériels qu'il faut, un staff, une directrice et un staff. Et toutes ces femmes-là sont en train de travailler. Aujourd'hui, plus de 5000 femmes ont été formées au Give One Woman Training Center. Et ces femmes sont en train de changer leur vie et la vie de leur famille en moins de 3 mois de training, parfois 1 semaine, 2 semaines sur la transformation des produits locaux. J'ai aussi un atelier de tailleur qu'elles apprennent à coudre leur propre, et même vendre ce qu'elles font. Ils font aussi de l'artisanat, ils font un peu des savons, sponification, ils font make-up, hair, tout ce qui est business que les femmes peuvent faire. Si tu viens à Give One Woman Training Center, on peut te former de 1 semaine à 1 mois, 2 mois, 3 mois, que tu sois autonome. Sur les autres projets, quand vous regardez par exemple la question des enfants dans les rues, à Dakar, c'était aussi un cri de cœur de voir que l'avenir de notre continent, c'est d'abord nos enfants. Il faut investir à la jeunesse de nos pays. Malheureusement, tu viens à Dakar ou beaucoup de pays en Afrique, tu vois les enfants balader dans les rues avec demander de l'argent bégué à l'heure où ils doivent aller à l'école. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui me faisait trop mal à mon retour aux États-Unis. Je pouvais juste aller sur Facebook, attaquer le gouvernement pour dire que vous n'avez pas fait votre travail. Comme toujours, je dis à mes jeunes, vous n'avez pas à blâmer personne. Parce que si moi je change, le Sénégal change, l'Afrique change. Exact. À mon niveau, donc j'ai construit à Jefferson Farm une école pour les enfants talibés qui habitent là-bas. À côté, ce modèle, j'ai créé un atelier menuiserie, les apprendre à faire des tables bancs, des chaises, des fournitures, des articles incroyables. En dehors de l'atelier menuisier, les jeunes apprennent aussi l'anglais et le coding. D'accord. Mais ça les enlève pas leur éducation coranique, mais en même temps, quand ils sortent de Jefferson Farm d'art moderne, ils vont avoir un métier. Ils parlent anglais mieux que les gens qui travaillent à la ferme maintenant. Rapidement, ils savent lire maintenant et écrire en français et en anglais. Donc, quand ils sortent à 14 ans, 15 ans, 16 ans, ils pourront maintenant travailler avec leur propre atelier, même s'ils voyagent le monde, ils pourront communiquer avec le monde. Et pour moi, c'est un modèle qui peut marcher, que nos enfants, leur place n'est pas dans les rues de Dakar. Exact. Donc ça aussi, c'était un cri de cœur pour répondre aux questions, aux défis de notre continent. Et quand j'ai vu que notre histoire a toujours été écrite par quelqu'un d'autre, je me suis dit qu'il faudra que notre génération aussi, on écrit pour nos jeunes, pour les futures générations qui viennent. C'est pourquoi je suis auteur aussi. J'écris, j'ai 9 livres. J'écris des livres self-help, j'ai écrit un livre d'enfants, j'écris tout ce qui je vois que je dois partager, je l'écris dans les livres, je le mets à la disposition de la jeunesse du monde entier. Mais aussi, pas seulement les gens qui ne sont pas africains, de voir nos propres histoires par nos propres yeux, de nous-mêmes. Hein, parce que les autres racontaient toujours nos histoires. Récemment, il y a 4 ans aussi, quand j'ai voyagé après Covid, j'ai vu ce qui s'est passé avec l'AI et le digital, et qu'on était vraiment en retard. On est en train de regarder le monde changer devant nous. Vous voyez la guerre aujourd'hui du digital, de l'IA entre DeepSeek et ChatGPT, les États-Unis qui est devenu géostratégique, géopolitique, de positionnement de qui va diriger le monde. Et la Chine est dans une position de pouvoir se battre et même de dépasser les États-Unis dans l'IA, qui pensaient que les États-Unis pensaient que ils l'ont dit une semaine avant que personne ne peut se comparer à ce qu'ils ont fait avec l'IA. Une semaine après, la Chine a montré le contraire au monde entier. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi des années sur l'économie de la connaissance, ce que je suis en train de faire avec la jeunesse de mon continent. Parce que si tu n'as pas investi sur l'économie de la connaissance, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est pas le pétrole, le gaz, etc. Parce que vous voyez les entreprises qui ont sorti de l'économie de la connaissance, comme Facebook, comme Google aujourd'hui avec les repêches, comme DeepSeek, toutes ces entreprises-là, ils font beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de moyens que même les États, que même les ressources naturelles. Exact. Donc la Chine a compris très tôt qu'il faudra investir sur l'économie de la connaissance
envoyer leurs enfants dans les plus grandes institutions du monde entier, d'apprendre ce que les Américains sont en train de faire, ce que les Anglais, les Français, etc. sont en train de faire, avec leurs propres ressources. L'État investit dans l'éducation, il les envoie là-bas apprendre ce que les autres font et venir maintenant faire mieux que les autres. C'est ça. C'est ça la compétition que la Chine nous apprend aujourd'hui. Ils ne sont pas dans les réseaux sociaux en train de pleurnicher, blâmer les autres, la faute des autres, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre. On est autonome, on veut être autonome, on est contre qui, contre l'autre. La Chine travaille dans le calme, on les entend pas, mais les résultats parlent beaucoup plus fort. Et moi, c'est ce que je veux voir aussi de l'Afrique. Donc, c'est pourquoi j'ai lancé le Give One Project Digital Skills Academy pour répondre à cette question où on forme les jeunes sur la cybersécurité, on les forme sur l'AI, Artificial Intelligence, tout ce qui est coding, data. Et aujourd'hui, machallah, des milliers de jeunes ont été formés sur l'école de Give One Project Digital Skills Academy, jusqu'à ce que le PNUD sont venus me voir, le programme des Nations Unies pour le développement, pour sceller un partenariat avec eux, pour maintenant élargir le programme au-delà du Sénégal, de 24 pays dans l'Afrique de l'Ouest et centrale. On a un programme et je suis allé au Canada, où j'ai amené le Concordia University, qui a le meilleur, one of the best schools on cybersecurity comme partenaire, et Microsoft. C'est un projet de 25 millions de dollars où on forme les jeunes maintenant sur la cybersécurité et l'IA. Donc ça aussi, c'est un autre cri de cœur sur ce que je suis en train de faire et d'autres choses. Ce qui m'a amené ici, par exemple, c'est le programme de Afro Global Connect. On aura le temps d'en parler. Voilà, donc tu étais l'un des speakers, très inspirant d'ailleurs, c'est ce que vous faites, merci. Donc ça aussi, je l'ai lancé, on va en parler, pourquoi j'ai lancé Afro Global Connect et d'autres projets dont je travaille, tous sont motivés par ce que je vois dans mon continent, mais je crois à l'action, à Jeff, beaucoup plus que les paroles. Et les paroles sont importantes, hein. Il faudra que les gens aussi parlent de ce qu'ils pensent. Mais je pense que les actes sont beaucoup plus importants aussi que les paroles. Il faut les deux pour pouvoir avancer notre continent. Exact. Ben ça, c'était une présentation bien détaillée. On va rentrer dans les détails de tout ça, mais avant, la question que tout le monde se pose et deux autres questions que les gens se posent. Comment tu trouves Abidjan? Abidjan est très doux. Ah bon? À chaque fois que je viens dans ce pays, c'est la première fois que j'ai pas encore changé de vol. Et là, c'est pas encore sûr parce que je dois partir ce soir, mais on va voir ce que ça va faire. La dernière fois, j'étais là, je devais partir une semaine après, j'ai fait 29 jours ici. Côte d'Ivoire, c'est un pays magnifique. Et je suis vraiment attaché à ce pays pour diverses raisons. Parce que mon grand-père, Mam Chon, qui était mon inspiration, qui m'a beaucoup inspiré, qui a cru en moi avant personne. J'avais juste 12 ans quand il m'a confié à la famille, quand il a mis les responsabilités sur moi que je dois réussir pour changer la vie de ma mère et de ma famille. Et il m'a dit très tôt que vous pouvez le faire. Et il m'a envoyé à Dakar suivre mes études parce que les conditions de vie à la famille étaient très difficiles avec lui là-bas, à Kaolack, où parfois 4 jours on mangeait pas à la maison, il n'y avait pas d'argent, c'était très difficile la pauvreté. Et on n'avait pas d'électricité à la maison. Donc il voyait que je pouvais faire quelque chose pour le changer. Elle pleurait toujours, me dire que malheureusement je ne serai pas là pour voir ta réussite, mais je sais que tu vas changer la vie de ta mère. À chaque fois, ma mère pleurait, venir là-bas, et que les choses étaient dures. Elle disait toujours que à ma mère, il faudra de la patience, il faudra attendre que ton fils John grandir pour changer ta vie. Donc, il m'a beaucoup chargé, mais pourquoi je l'amène dans cette conversation? Parce que il me racontait, tu sais, dans les années 60, dans les années 50-60, Abidjan était le New York de l'Afrique de l'Ouest. Ouais, peut-être. Et il nous racontait, moi je rêvais d'Abidjan parce que mon grand-père m'expliquait les Golden Ages of Abidjan parce que lui, il vivait ici. Il est venu à Abidjan. Il était un tailleur, il a jamais fait l'école. Il travaillait à Treichville. J'ai entendu parler de Treichville quand j'étais 10 ans, 14 ans. D'accord. 12 ans, je me dis, qu'est-ce que c'est quoi Treichville? Et il nous disait que, il a vécu ici une dizaine d'années en tant que tailleur. Et c'est ici qu'il a fait ses premières ressources, son argent, où il a
il est allé acheter un terrain, construire une maison au Sénégal. Et après, il est allé à la Mecque, ce qu'il a gagné ici, en 78, l'année où je suis né. Et quand il était à la Mecque, que moi je suis né en 78, c'est là où mon père m'a donné le nom de mon grand-père, Mamachon. Donc, quelques années de cela, et il est décédé maintenant quand j'étais au lycée. Et quand je suis venu, j'ai fait exprès, j'ai demandé au ministre Mamadou Touré avec ses équipes de m'amener à Treichville. Donc, je suis allé à Treichville au marché. J'ai vu toujours des milliers de Sénégalais qui travaillent. Ça me rappelle, c'est comme si je voyais mon grand-père qui travaillait, un tailleur, qui se battait ici pour envoyer de l'argent à la maison, pour nourrir sa famille. C'est ça. Un pays hospitalier, un pays très ouvert, où tu rencontres des Africains de partout. Ce que j'aime beaucoup de la Côte d'Ivoire, c'est the joyful part of Ivory Coast. How people are très, très joyeux. Ils aiment taquiner, ils aiment la vie, ils sont gentils, ils sont très ouverts. La nourriture est magnifique. Et puis, ce qui est en train de se faire ici en Côte d'Ivoire est spécial. 3 ans, je suis pas venu, mais la transformation du pays dans les infrastructures, le PIB, le budget du pays est presque 15 milliards de 15 milliards, c'est beaucoup, 15 000 milliards, sorry. C'est ça. Comparé à d'autres pays en Afrique de l'Ouest, ils sont vraiment devant. Et la résilience, enfin, des Ivoiriens, par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années, malheureusement, avec la crise. Mais ils sont partis par terre jusqu'à maintenant devenir number one en Afrique francophone. C'est des histoires qui nous inspirent. Le travail, honnêtement, du président Ouattara et ses équipes comme Mamadou Touré, les ministres qui sont autour, quand tu viens ici, tu le sens que le pays est en train de changer catégoriquement sur la diversification de leur partenariat. Pas seulement la France qui n'est plus maintenant le premier partenaire, hein. Il y a la Chine, il y a les Turcs, il y a le monde entier est là, en train de travailler et de voir aussi l'espoir qui est en train de naître avec la jeunesse ivoirienne. Moi, me donne beaucoup d'espoir que c'est du travail qu'on a besoin de mettre en place beaucoup plus d'espoir à la diaspora qui revienne. Ce que j'ai vu aussi, c'est beaucoup de diaspora, malheureusement, qui, au lieu de venir au Sénégal, ils sont à Abidjan. J'ai rencontré beaucoup de mes compatriotes de Paris, de partout, qui viennent à Abidjan. Et pourquoi, selon toi, quand tu discutais avec eux? C'est l'hospitalité, c'est les opportunités, c'est un pays dense qui est très fast. Et les choses se passent. Vous le voyez pas, vous vivez ici, mais nous, on voit de loin, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe à Abidjan. Et c'est très inspirant. C'est très inspirant. Et bravo, hein, aux Ivoiriens, la CAN nous a montré, hein, votre résilience. Mais aussi, les gens aiment venir ici, vivre ici, parce que vous aimez le succès de l'autre, et moi j'aime bien ça. C'est ça. You know, l'Ivoirien, quand il voit quelqu'un de successful, il l'encourage, il est content de l'autre. Et c'est pas le cas dans beaucoup de pays, malheureusement, en Afrique. C'est un travail à faire. Et puis, moi, j'aime venir dans ce pays, et je vais continuer à venir, et même, pourquoi pas, travailler un peu ici, aussi pour continuer, parce que l'Afrique, c'est pas seulement 1 ou 2 pays. Exact. Partout, on peut aller faire du business. Ok, en tout cas, les portes sont ouvertes. Merci beaucoup. Comme tu as dit, les Ivoiriens, on accueille tout le monde et on est bien content. On parlera un peu du Sénégal. Et tu t'es présenté récemment aux élections présidentielles au Sénégal l'année dernière. Que s'est-il passé? Parce que on a dit que tu n'étais pas présidentiable ou tu ne pouvais pas te présenter en tant que candidat. Donc les gens se disent, mais pourquoi ta candidature a été évincée, retirée? Quelle a été l'histoire autour de ça? Non, moi, ma candidature était, comme d'habitude, un cri de cœur, une réponse à l'appel de mon pays. C'est ça. Quand je suis revenu au pays, beaucoup pensaient que parce que je faisais du bien dans les villages. Moi, je vis dans un village au Sénégal, parce que c'est là où je peux avoir beaucoup plus d'impact. Exact. Et tout ce que je faisais à Sendou, tout ce que je faisais dans les villages du continent, du pays même, les gens pensaient que c'était pour me préparer pour être candidat, ce qui n'était pas du tout vrai. J'étais pas intéressé par la politique africaine. Je sais que mon impact peut être beaucoup plus dans ce que je suis en train de faire, you know. Investir sur la jeunesse africaine, sur la femme africaine, sur l'économie de la connaissance, sur l'économie circulaire. Et ça me donne l'opportunité de pouvoir flotter dans le continent et sa diaspora, et de ne pas juste me focaliser dans le pays, le Sénégal. Tout ce que je fais dans le monde,
il y a toujours répercussions dans mon pays parce que je porte le Sénégal partout où je vais. Je suis ambassadeur de mon pays, pas officiellement, mais partout où je vais, je porte mon continent et mon pays. Donc, l'histoire a fait que l'année dernière, il y a des situations qui sont passées dans notre pays. On ne pouvait pas rester en dehors de ce qui se passait. Bien que je tout fait pour ne pas rentrer dedans, mais les émotions de ton pays, l'amour de ton pays, ça fait que tu ne peux pas regarder juste être indifférent. Le président Macky Sall n'avait pas donné une réponse claire de ce qu'il veut faire. Son mandat était fini, mais il voulait, avec ses collaborateurs, se représenter encore. La jeunesse qui portait l'espoir de ce pays a été emprisonnée. Le président Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye, le premier ministre Ousmane Sonko, étaient tous en prison. Et maintenant, il fallait qu'on fait quoi? C'est-à-dire que à un moment donné, je pouvais pas juste regarder. Et puis beaucoup de jeunes me demandaient, il faudra se présenter, il faudra se présenter. Donc j'ai répondu à l'appel de cette jeunesse qui pensait que j'avais aussi quelque chose à apporter. J'avais aussi un point sur le débat public du futur de notre pays. Et j'ai quelque chose à dire. Parce que j'ai posé des actes qui sont des modèles. Si on l'utilise, on pourra facilement régler la question de l'emploi de la jeunesse sénégalaise, par exemple. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé. C'était une belle aventure que j'ai beaucoup aimée, qui m'a beaucoup appris, m'a beaucoup rapproché de mon pays, qui m'a rapproché. C'est un grand privilège, hein, de pouvoir être candidat dans ton pays. C'est 15 millions, 16 millions de Sénégalais. Et tu fais partie des gens que certains pensent que tu peux diriger l'espoir de ce pays. C'était un grand privilège. Exactement. Donc, je me suis mis dedans. On a sillonné le pays, on a rencontré la jeunesse. Dans les plateaux de télé, j'ai parlé de ma vision pour mon pays, qui est toujours dans l'Internet, qui reste. J'ai écrit pour la vision de mon pays, je l'ai partagé avec la population. Et à la fin, c'était intéressant. Tu sais, l'Afrique, c'est extrêmement difficile, hein, compliqué et marrant parfois à la fois. La Cour constitutionnelle, mes équipes, ils nous ont demandé 40 et quelques mille signatures pour les parrainages. Nous, on a amené 82 000 signatures. Mais même, d'abord sur le USB key, le carte USB qu'ils nous ont donné, électroniquement. Mais ensemble, ils nous ont dit aussi, il faudra les signatures en papier, les mettre dans des caisses, 28 caisses de centaines de milliers de signatures. D'accord. Donc, mes équipes et mon mandataire ont amené ça. Le juge a regardé, il a dit au gars de mettre le USB, et le gars a dit non, le USB, ça marche pas. Donc, vous êtes éliminé. Donc, le gars a dit, ben, laisse-nous le mettre. Si toi, tu peux pas le mettre, il dit non, donne pas seconde chance. Il dit, ben, qu'est-ce qu'on fait avec les papiers au cas où ça marche pas? Il dit non, il faut les jeter, quoi. Non, c'est une blague que tu nous racontes. Je vous assure, c'est comme ça, ils m'ont éliminé, hein. Et je suis pas le seul. Ouais, ben, tout le monde savait que c'était pas sérieux, c'était pas, ils avaient en tête qui voulaient être candidats. D'accord. Et puis, c'est ça aussi notre problème de la justice africaine, pas sénégalaise, qui n'était pas très transparente. Et puis, c'est comme ça. Et puis, moi, je dis aux jeunes, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'on a essayé, même si on n'a pas été accepté. On sait que c'était pas démocratique, c'était pas juste. C'est ça. Mais on a fait ce qu'on devait faire. Maintenant, on a beaucoup d'autres candidats. On a des jeunes qui sont là. Il faut chacun peut choisir qui il veut. Moi, je me retire de la politique et je vais aller continuer le travail que je faisais. J'ai fait ce que je pouvais. Et tout de suite, je me suis lancé quand les gens se battaient contre qui va aller, qui ne va pas aller. Moi, j'ai déjà commencé j'avais écrit des livres, des films. J'avais écrit des films que j'attendais le bon moment pour le faire. Parce que moi, honnêtement, j'étais déchiré entre les deux. Novembre passé, je me suis dit que au lieu d'aller de la politique, je vais faire du cinéma. Parce que là-bas, j'aurai beaucoup plus d'impact. Et ça va dépasser le Sénégal. Le message que je veux faire passer dans la politique, le cri de cœur de la politique, c'est régler la question de la société sénégalaise. Mais tu peux le faire dans le cinéma, ou même africaine et le monde entier pour jouer sur le soft power de notre continent. Donc, j'avais 12 films que j'avais écrits ces dernières années
J'ai dit à mes équipes, c'est pas le moment de rester sad ou triste, ce truc. Non, on va au travail tout de suite. Donc, j'ai dit, allez, on va aller filmer Aïcha. Aïcha, c'est mon premier livre que j'ai projeté ici, mon premier film. Et aussi Nicaragua, un deuxième film qui va sortir au mois d'avril, cette année. Donc, on est allé, on a commencé à filmer. Donc, et pourquoi je suis allé dans le cinéma, si je peux te parler de ça après. Donc, voilà pourquoi mon petit passage dans la politique sénégalaise, africaine, qui est très spéciale. C'est arrêté là. Et là, je me réjouis de ce qui se passe aujourd'hui. Le combat continue, mais on a une jeunesse aujourd'hui qui est au pouvoir. C'est ça. Donc, les efforts ne sont pas perdus. Bien que moi, pendant les élections, je suis resté après neutre, parce que je pensais pas que c'était démocratique, c'était pas pour moi juste d'éliminer des gens comme ça. Et puis tout était calculé, bien que la population. Pourquoi il y aurait une volonté de t'éliminer toi spécialement? Parce que quand on voit tout ce que tu fais au Sénégal, tout ce que tu apportes, est-ce que non, et puis je suis pas la seule personne, hein. Il y a d'autres qui ont eu les mêmes problèmes. Il y a même certains comme Karim Wade, il a enlevé sa nationalité, il n'a pas pu être candidat. Il y a beaucoup d'irrégularités. Je ne pense pas que c'est un truc personnel. Je pense que c'est juste c'est le système qui a été comme ça. Ils ont voulu sélectionner les candidats qu'ils voulaient. C'est ça. Mais c'est pas le plus important, c'est pas de gagner. C'est de poser mes arguments de ce que doit développer mon pays. Et que ça, c'était entendu. Et je crois fermement toujours à mes idées, de ce que doit développer nos pays. Et certains de mes idées, je le vois aujourd'hui à la jeunesse de mon pays qui dirige. Le président Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko, ils sont jeunes. Et je me dis, je me battais pour qu'un jeune soit président. Eux, ils sont présidents aujourd'hui. Pourquoi rester dans la politique? Il faut les soutenir comme on peut. Nous, c'est pas de rentrer dans des gouvernements. Je suis pas intéressé dans ça. Mais au moins, comment je les aide? C'est ce que je suis en train de faire. C'est de porter mon pays, c'est d'encourager la jeunesse, c'est de les former. Parce qu'on ne peut pas développer nos pays si nos jeunes ne sont pas formés. Exactement. Aujourd'hui, le marché de l'emploi de notre pays, de notre continent, est énorme. Mais on a des jeunes qui sont formés pour être des chômeurs. On a besoin de bousculer, de catégoriquement changer l'éducation de notre continent. Par exemple, dans mon pays au Sénégal, le pays est en construction. On a besoin des plombiers qualifiés. On a besoin des électriciens qualifiés. On a besoin des menuisiers métalliques, des mécaniciens, on a besoin des ingénieurs, on a besoin des jeunes dans la cybercriminalité, technologie, etc., sciences et technologie, des jeunes agronomes qualifiés, pas des théoriciens, mais sur le terrain, des jeunes mécaniciens, mécaniques agricoles qualifiés. Mais tous ces jeunes-là, on l'a pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas qualifiés du tout. On n'a pas des écoles de formation où on peut envoyer les jeunes aussi changer la culture de la jeunesse africaine que réussir, ça ne va pas dire juste aller dans les bureaux. Il faudra se former parce que aux États-Unis, par exemple, un jeune menuisier ou bien tu appelles quelqu'un plombier à la maison, ça va te coûter beaucoup d'argent. Ils sont respectés, ils font beaucoup d'argent. Et c'est eux qui vont construire leur pays. Aujourd'hui, tous les grands projets, si toi tu as un marché de l'État pour construire des routes, tu auras des difficultés ou des logements sociaux, tu auras des difficultés pour trouver des maçons qualifiés. Tu peux prendre que des ouvriers. Les qualifiés, tu es en train de le vivre avec ton hôtel. Il faudra aller à l'extérieur pour aller les trouver, pour les amener. Les Turcs maintenant qui prennent nos marchés de construction au Sénégal, Côte d'Ivoire, mes frères marocains sont en train de prendre ces marchés. Et là, c'est des Africains, ça c'est bon, mais les Turcs, les Français, etc., sont en train de tout prendre pour construire notre pays. Comment est-ce qu'on peut être dans un pays et que ton propre pays, tu regardes les autres le construire? Et ça demande de la vision. Il faudra investir, semer des graines pour ces jeunes-là, que demain, ils pourront ils feront contrôler l'économie de notre pays. Et c'est ce que j'ai dû parler de ça pendant ma campagne, que je plaidoyais pour que la construction de l'être humain du Sénégal et d'investir dans l'humain d'abord, avant d'investir sur des autoroutes, etc. C'est extrêmement important. Mais il faudra sur l'humain d'abord. Parce que l'humain qui va construire le pays, si tu investis pas sur lui, qu'est-ce qu'il va faire? Tout ce que tu vas faire, il va le casser. C'est ça. Il va quitter le pays pour aller chercher l'Eldorado aux États-Unis, comme j'ai fait, comme les autres ont fait. Et pourtant, ici, c'est l'Eldorado. Regarde ce pays magnifique comme Côte d'Ivoire. Et les gens ne veulent pas rester. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas investi sur l'humain. Voilà tout, je vois aujourd'hui ce qui est en train de se faire dans beaucoup de pays en Afrique, ce qui m'inspire. Et là, je reste dans mon lignée de travail. C'est élever, inspirer, éduquer
donner de l'espoir, mais aussi toujours former la jeunesse. Tout mon investissement en Afrique, c'est sur l'éducation et sur la formation. Parce que sans ça, on n'a pas d'avenir. Ok. Mais bon, là, tu dis, tu vas sortir de l'arène politique pour te concentrer sur tes autres choses. Je vais pas sortir, je suis déjà sorti. Tu es déjà sorti. Maintenant, est-ce que tu penses que aujourd'hui en Afrique, on peut vraiment changer les choses sans être dans la politique? Parce que les députés vont voter des lois, les ministres vont aussi signer des décrets, les présidents vont décider des choses. Donc, est-ce que concrètement, faire des films, entreprendre, investir, ça a plus d'impact que de rentrer dans la politique et vraiment changer les choses depuis le haut? Non, on a besoin des deux. Voilà. La politique est extrêmement importante. On ne peut pas prétendre changer un pays sans des bons leaders politiques. Exactement. Le leadership est extrêmement important parce que c'est eux qui dirigent le pays, c'est eux qui décident, c'est eux qui take care of the policies. C'est eux. La politique is too important. On dit en anglais, politics is too important to leave it just for few people. Exact. C'est trop important pour le laisser juste pour quelques personnes. C'est ce que j'allais dire, en fait. Oui. Ouais, mais aussi, tout le monde ne peut pas faire de la politique. Si nous tous on devient des politiciens, qui va être le moteur de l'économie. Par exemple, l'Afrique aujourd'hui, son problème, c'est que par exemple, tous les plateaux de télévision en Côte d'Ivoire, Sénégal, dès que je le mets, on parle que de la politique. Mais on parle vraiment de business. Mais le moteur du pays, c'est pas la politique, c'est l'économie. Parce qu'à la fin, la population, le panier ménager là, c'est pas la politique. Bon, ils ont un rôle à jouer sur les prix. Voilà. Mais les gens veulent manger à la fin de la journée. Qu'est-ce qui donne ça? C'est le travail, c'est l'économie. Donc, on a besoin des deux. Il faudra que certains, ils font de la politique, des bons politiciens, mais il faut aussi le secteur privé très fort. C'est-à-dire que des entrepreneurs qui peuvent créer de la valeur ajoutée de l'économie, qui peuvent créer du travail. Parce que l'État ne peut pas créer de travail. Son rôle, c'est de créer un playing field, c'est l'environnement. D'accord? Favorable aux entrepreneurs. Et que maintenant, c'est les entrepreneurs qui vont créer de l'emploi. Donc, il y a des entrepreneurs qui sont en train de changer ce pays et l'Afrique et qui ne sont pas dans la politique. Dangote en fait partie. Il y en a beaucoup d'entrepreneurs ici qui font un travail incroyable, qui créent beaucoup d'emplois. Même si tu crées juste 10 emplois, 5 emplois, ça fait nourrir des familles, des centaines de familles. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est-à-dire et on a besoin aussi des entrepreneurs social entrepreneurs comme nous. Parce que nous, on n'est pas des entrepreneurs classiques où on est motivé que par l'argent. Moi, je suis un entrepreneur social. C'est-à-dire que tous mes ventures, toutes mes entreprises, la fin, c'est pas l'argent. C'est aussi le côté social. Comment est-ce qu'on va faire que, par exemple, à Jeffzone, tous les revenus de Jeffzone, tous les membres de Jeffzone, tous les employés de Jeffzone, il n'y a pas d'employés. Je les ai transformés tous en entrepreneurs. Quand on a bénéfices, on enlève les dépenses de Jeffzone et les bénéfices sont divisés à tous les entrepreneurs. Tout le monde. Tout le monde. Oui. Moi, Jeffzone, tous les membres. Donc, ils se font beaucoup plus d'argent qu'un employé agricole classique. C'est pourquoi je peux rester 3 mois à l'étranger, parler avec la diaspora, travailler sans aller à Jeffzone et ça marche. Parce que les jeunes là se sont appropriés sur la ferme que c'est pour eux. C'est pas des employés, c'est leur entreprise. Donc, nous, on est des entrepreneurs sociaux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas seulement la politique. Pour moi, on peut impacter le monde sans faire de la politique. Martin Luther King n'a pas fait de la politique. Il était civil rights leader. Tu n'es pas loin quand même de la politique. Oui, mais tu n'es pas loin de la politique, mais tu n'as pas à aller chercher des positions. Tu n'as pas besoin de titres pour changer un pays. Beaucoup font de la politique parce qu'ils cherchent des titres, hein. Parce que la politique pour les Africains, beaucoup d'Africains, c'est un moyen de se faire de l'argent et avoir des privilèges, des voitures, de voyager le monde, avoir une maison, donner de l'argent aux gens. Moi, Dieu m'a aidé, alhamdoulilah, j'ai déjà tout ça sans la politique. J'ai voyagé dans plus de 100 quelques pays le monde. Dans chaque pays, je voyage. Alhamdoulilah, je suis bien reçu. Je partage ce que j'ai comme expérience avec la jeunesse du monde entier. J'ai soutenu des jeunes aujourd'hui qui ont devenu des ministres, qui ont devenu des chefs d'entreprise, qui ont devenu des premiers ministres. J'ai partagé tout ce que j'ai avec la jeunesse du monde entier. Tous ces privilèges que beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup de gens cherchent pour la politique africaine, j'ai pas besoin. Je l'ai déjà. Donc, ce que je fais, c'est pour soutenir mon pays. C'est un droit pour moi de revenir dans mon continent et montrer le meilleur de ce qui est dans mon continent. C'est pourquoi je voyage dans tous ces pays-là et regarder ce qui est meilleur et le montrer. Et on a parlé il y a quelques minutes. C'est ça. Beaucoup de pays en Afrique, il y a des belles histoires qui se passent, mais on ne le montre pas. L'exemple de la Guinée
Et je te donnais celle de la Côte d'Ivoire. Moi, j'étais en Guinée la semaine passée. La Guinée-Conakry, la Guinée, depuis des années, je ne sais pas si vous entendez le projet Simandou. Simandou, qui est des gisements de fer, le plus grand projet minier dans le monde entier. De fer. Ça n'existe pas ailleurs, hein. C'est en Guinée. Toutes les multinationales sont là-bas en train de travailler sur le Simandou Project. Mais il y a une histoire derrière qui est incroyable que les gens n'en parlent pas. Beaucoup ne savent même pas. Ici, quand je vous ai parlé, tu n'étais même pas au courant. Exactement. Ben oui, parce que nous, on se contente que ce qui est négatif. Mais tout de suite, si le président Doumbouya fait quelque chose ou bien le gouvernement fait quelque chose, tout de suite, quand c'est négatif, tout le monde va parler. Mais les success stories, moi, ce que je veux montrer aussi, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas parler de ce qui ne va pas. Mais on doit montrer, surtout les journalistes africains et les gens comme vous, que vous êtes influents, montrer les success stories. Parce que les Européens, les Américains, ils ont des problèmes, hein, mais ils montrent que ce qui est positif. C'est ça. To sell the dream, the soft power of their country. Le Simandou, là, exemple. Depuis Sékou Touré, même avant, les Blancs, nos amis étrangers sont là-bas, en train de jouer avec les licences pour se faire 10 milliards. Ça n'a pas marché avec Sékou Touré, ça n'a pas marché avec Lansana, ça n'a pas marché avec Dadi, ça n'a pas marché avec Alpha, qui était une déception d'ailleurs. Parce que tout le monde pensait quand Alpha vient là, la question de Simandou, on va le régler. Parce que Simandou peut développer la Guinée et même l'Afrique de l'Ouest. Il y a énormément de ressources et d'argent autour de ces fers. Parce que sans ça, le monde a besoin de fer chaque jour. Et c'est en Guinée que ça se trouve, à part l'Australie. Mais aujourd'hui, ce que le président a fait et le gouvernement, donc avant ça, ils venaient, ils prenaient les licences, ils amènent au New York Exchange. Ils vont spéculer sur les prix, ils se font des milliards, ils sont en train de vendre ça entre eux, toutes les entreprises là-bas, et que les villages autour sont toujours pauvres. Il n'y a même pas de route. Il n'y a même pas de route, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a rien. Et un jeune président, il vient avec ses équipes, il dit, écoute, amène-moi toutes ces équipes-là, ils les mettent sur la table, vous allez travailler ensemble, ou bien je vais reprendre toutes ces licences-là, et que tout de suite, on va commencer le travail. Et que ça va d'abord bénéficier les Guinéens. Mais ça, c'est à encourager. Totalement. Autour de ça, il les a forcés. Parce que chaque entreprise voulait faire le propre chemin de fer, d'accord, qui transporte aucune personne, que les minéraux, comme on le fait dans beaucoup de pays en Afrique, et envoyer ces minéraux au port et les envoyer dans les autres pays pour développer leur pays et vendre, etc. Les Guinéens ne voient même pas. Mais c'est incroyable. Il les a forcés que ces chemins de fer-là, d'abord, vous allez le faire ensemble, et ça va traverser le pays, et que ça va pas seulement transporter des minéraux et des ressources, mais vous allez aussi mettre des wagons pour la population, pour transporter les individus, et les goods, et ce que les gens ont comme matériel pour le transformer entre les villes jusqu'à Conakry, jusqu'au port. Ça, c'est une très bonne décision. Mais c'est incroyable, ça change complètement les vies, ça change la dynamique du pays. Parce que chaque village, il y a des arrêts, c'est des villes. Ça va construire des hôtels. Ça va créer de l'emploi, ça va booster l'économie, ça va créer la transformation, l'agriculture, tout ce que tu penses, hein, l'industrie. Aujourd'hui, tu vas à Conakry, chaque jour, il y a des hôtels. Semaine passée, l'hôtel, ils ont ouvert, Radisson, c'est là où j'ai dormi, et les hôtels sont pleins. Pourquoi les investisseurs viennent de partout? Parce que seulement Simandou peut développer ce pays-là. Et ça, c'est une vision à saluer, que moi, je salue. Et il y a des exemples comme ça, partout dans le continent. Mais on n'en parle pas. On veut rester tout ce qui est négatif. On va pleurnicher dans l'Internet. On va blâmer les autres. On va faire des activistes qui font rien du tout sur l'Internet. Et tout ce que tu touches, c'est politique. Mais politique seulement ne peut pas nous développer. Il faut des politiques économiques. C'est ça. Et c'est moi là où je reste. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se marche dans mon continent? Qu'est-ce qu'on a besoin d'améliorer pour changer la condition de vie de nos populations? Parce que cette jeunesse africaine qui est active, qui veut changer les choses, ne va plus accepter ce qui se passait derrière, avant. C'est pourquoi ces jeunes leaders en Guinée ont dit non. C'est ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire, au Sénégal, que nos partenariats maintenant, ça va être gagnant-gagnant. Ça va pas être des partenariats de, je viens, je prends tes minéraux, je te donne quelques d'argent, je vais corrompre quelques politiciens. Et puis toi, tu as construit des maisons, tu mets l'argent dans tes banques, envoie tes enfants à l'école. Et que le pays ne voit rien. Et que ces gens-là, ils vont s'enrichir, construire les routes, les autoroutes dans leur pays, et que continuent à nous dominer. Ça, c'est fini. C'est une nouvelle génération qui n'a plus de complexe whatsoever de ce qui se passe avec le monde entier aujourd'hui. Que des partenariats gagnant-gagnant. Et ce qui me parle, et c'est là où je suis bien, c'est là où je vais rester. En tout cas, nous, on aime quand tu es dedans, parce que ça inspire énormément.
Tu as parlé des matières premières, on a parlé aussi de la jeunesse, en tout cas la population africaine qui est à plus de la moitié constituée d'une jeunesse. Pour toi, qu'est-ce que du coup les Africains on devrait faire pour pouvoir finalement sortir de l'état dans lequel on est? On parle de développement, on rêve d'indépendance, d'autonomie économique. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, selon toi, pour finalement sortir la tête de l'eau et puis avoir une Afrique qui... Mon frère, développement là, on le transporte pas, on l'importe pas. C'est ça. Développement, j'ai dit pendant la campagne, là, on le sème dans le ground. Sur deux choses. On le sème comment? C'est dans la formation des jeunes. C'est la construction de l'humain, de l'Africain typique qu'on veut, dans le long terme. Dans le long terme, parce que tous les pays qui ont développé, ils ont une vision très claire, pas de 15 ans, de 20 ans, mais de 50 ans et plus, avec des action plans où l'humain est au centre de ces plans. Ce que je vois comme problème dans beaucoup de nos pays, dans les développements, dans le plan de structurel développement, ils ont oublié l'humain. On veut compétir avec l'Occident sur les autoroutes. On veut compétir avec l'Occident sur les ports. C'est important. Sur les villages, sur les buildings qu'on va construire. C'est-à-dire, c'est le outside, quand on voit les habits que tu mènes, etc. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. C'est ça. D'accord? C'est ce qui se passe avec nous. Eux, ils nous ont dépassés sur la construction de l'humain, sur l'économie de la connaissance d'abord. Le jeune Africain qu'on voit là, qu'est-ce qu'il va devenir dans 50 ans, dans 25 ans? Quelle sera sa place dans l'économie mondiale qui est globale aujourd'hui? Est-ce que l'Afrique sera toujours absente pendant les révolutions, comme la révolution numérique qui est en train de se passer, où on fait que télécharger? Parce qu'on n'a pas la compétence. C'est ça. Donc pour moi, le développement, on doit le définir d'abord sur quel est l'humain d'abord, qu'est-ce qu'il doit être. Et ça, on va le faire que dans nos valeurs et nos cultures d'abord. C'est-à-dire, si tu veux construire un pays, il faut d'abord aller à la base, la racine. La Chine ne s'est pas construite par les États-Unis. Regardez, on veut être comme les Américains, parler leur langue, prendre leur modèle d'éducation, parler comme un blanc. Nous, on veut faire comme les Français, on parle un très bon français, même moi, toi et moi, ce qui nous unit, c'est le français. C'est ça. On veut s'habiller en français. Nos ministres, ils parlent français, même quand c'est au village, les gens ne comprennent pas ce qu'ils disent, mais ils vont parler français quand même là-bas. Ils vont faire des protocoles qu'on ne comprend pas du tout. Et tout ça là, c'est être noir, mais être blanc en même temps. Tu n'es pas africain. C'est ça. Ça, c'est des économies artificielles des pays qui n'existent pas. C'est pourquoi nos ressources sont exploitées par les autres. Parce qu'on ne sait pas comment les faire. Même si on bavarde dans les réseaux sociaux, là, on nous donne tout, on ne sait pas comment le faire. On ne veut plus les Français, on va prendre les Russes, ou bien on va aller prendre les Américains. Mais on est toujours incapable. On n'est pas africain, on n'est pas blanc en même temps. Ce développement, si on veut le faire, il faut d'abord retourner à la racine. Construire notre économie, notre vision sur la valeur de qui nous sommes d'abord. Ça, c'est un. Manger ce que nous produisons. Porter ce que nos jeunes peuvent faire ici, avec fierté. Ça, c'est un tenue africain fait par un jeune Sénégalais. Tiens, non. Même chose ce que vous faites ici. C'est magnifique. Tu contribues à l'économie et la fierté africaine. Tu portes ça. Tu viens à Dubaï, qu'est-ce qui se passe? À l'aéroport, tu connais même pas qui est douanier. Les douaniers même ne peuvent pas te tenir, hein. Ils font le truc blanc très joli comme ça. Même toi, dès que tu tournes, tu dis, ben, je vais aller à Sargent, moi aussi, je vais acheter pour faire des photos. C'est ça. Parce qu'il le porte avec. Est-ce que tu es jamais arrivé en France? Tu vois un Français porter des tchaya africains, des boubous africains à l'aéroport pour vous faire retourner. Pourquoi nous, dans nos aéroports, là, au lieu de faire nos grands boubous, jolis avec les couleurs ivoiriennes, on fait des tenues à l'européenne et c'est eux-mêmes qui cousent ça pour nous. Même nous, militaires, c'est eux qui font. Pourquoi? Et pourtant, nos jeunes peuvent coudre des trucs militaires. Ces marchés, on doit le donner aux jeunes Africains. C'est comme ça qu'on va développer un pays, avec une fierté comme la Corée du Sud, comme Corée du Sud l'a fait, comme le Japon l'a fait, comme Singapour l'a fait, comme la Chine l'a fait après la guerre. Tout ça, tous ces pays-là ont fait avec une fierté. L'autre jour, j'étais à l'hôtel là, ils me donnent des trucs, ici à Conakry, à l'hôtel, j'étais dans l'hôtel, ils me donnent des trucs indiens pour manger, des trucs indiens, demain c'est américain. Je dis, mais vous là, vous avez à checker ici, pourquoi vous me donnez des trucs indiens? Pourquoi vous vendez? Parce que ça, la gastronomie, c'est aussi un soft power. Exact. Tu arrives au Maroc, la première chose qu'ils font, ils te donnent ataya, couscous, tagine, pour vendre leur savoir-faire.
Aujourd'hui, Attiéké est dans l'UNESCO. Thiaboudjian est dans l'UNESCO. Mais tu viens dans nos hôtels, tu ne le trouves pas, hein. Vous êtes beaucoup plus en avance que nous. Non, mais honnêtement, quand il y a les grands événements, tu viens là-bas, on te sert avec fourchette, truc. On doit se laver les mains, être des Africains, vendre nos cultures. C'est comme ça les gens, ils viennent chez nous. Donc, pour construire, d'abord, pour clôturer sur cette question, c'est d'abord aller à la base, semer ça, d'abord nos cultures, être qui nous sommes. Maintenant, investir dans la formation des jeunes. Dans la formation, le changement de la mentalité africaine. Qu'on n'est seulement pas fiers, mais on a les compétitions pour pouvoir, les compétences pour pouvoir compétir avec le reste du monde. On doit arrêter d'être juste des gens qui télésagent. C'est ça. L'IA aujourd'hui, la technologie doit être un exemple pour former la jeunesse africaine sur la nouvelle technologie. On doit effacer tout ce système éducatif que le colon nous a laissé ici, là. De Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, tout. Enlevez-moi tout ça, là. On va y aller étudier sociologie, histoire, philosophie de Descartes et tout. Mais on enlève tout ça. On focalise nos zones là. Après, middle school, high school, formation professionnelle, sciences, technologie. Je vous assure, si on investit sur ça, dans 15 ans, 20 ans, mais il faut avoir le temps de le faire. C'est ça. Ces jeunes vont contrôler l'économie de ce continent. Et le monde va venir ici. Parce que l'Afrique va se développer avec ou sans nous. Ce pays, ce continent-là, is the geostrategical place to the world aujourd'hui. Tout le monde a besoin de nos ressources naturelles. Tout le monde a besoin de faire du business ici parce que cette démographie qu'on a qui s'accroît, il faut le nourrir, c'est de l'opportunité. Il faut les habiller, c'est de l'opportunité. Il faut les mettre dans des maisons, c'est de l'opportunité. Construire des maisons. Qui est en train de prendre les maisons sociales là? C'est les Marocains, c'est les Turcs, etc. C'est des milliards. On doit construire des routes, on doit construire des hôpitaux. Qui va faire ça? Si nous, on ne sait pas le faire, l'Occident va venir construire et prendre l'argent, l'amener à l'extérieur. Nous, on va rester ici. Cette gap de notre budgétaire là, ça va continuer à se faire. L'argent va sortir, rien ne va rentrer. Donc, on a vraiment du travail à faire, surtout nos politiques. C'est pas facile. C'est du travail, ça va prendre du temps. Oui. Ça va prendre beaucoup de temps. Et puis, il faut éduquer la population, qu'ils comprennent que le changement va prendre du temps. C'est pas du jour au lendemain. Et beaucoup d'Africains veulent la notion du changement, mais ils veulent pas le vrai changement. Parce que le vrai changement, ça va te toucher. Par exemple, au Sénégal, tous les jeunes criaient changement, changement. Ils avaient dit au gouvernement, là, on va aller tout balayer, changer. Maintenant, le gouvernement y arrive, il dit, ben, ok, on va commencer d'abord pour, tout le monde ne va pas être dans les rues pour vendre les choses, là. Il faut les enlever. Ah, ils ont crié, ils ont sorti. Les motos, là, ils vont tous les envoyer pour avoir des matricules. Ils ont dit non, c'est impossible. Mais c'est eux qui voulaient le changement. Mais il faut que nous tous, on comprenne que le changement commence par nous-mêmes. Et ça, c'est du travail. Et il faudra des leaders avec vision pour pouvoir y arriver. Voilà. Okay. Pour régler un problème, il faut forcément partir à la racine. Tu parles du complexe de l'Africain vis-à-vis de l'Europe, de l'Occident. Pour toi, c'est quoi la racine de ce problème? Beaucoup vont mettre ça sur la colonisation forcée. Au-delà de la colonisation, depuis slavery. C'est ça. Tu sais, on a une population très résiliente aussi. L'histoire a fait que on n'est pas très fiers de parler de notre histoire. Tu vois, les Juifs, ils parlent de ça chaque jour. Hein. Okay. C'est leur force. You gotta know where you come from and you gotta be built from where you come from. Mais nous, on a vraiment honte de parler de ça. Slavery, l'esclavage, a fait des damages that stay still now. Ça est resté jusqu'à maintenant. D'abord, c'est le fait que l'Africain déteste son prochain. On n'aime pas regarder l'autre qui réussit. C'est ça. Parce que quand tu vois l'autre qui réussit, toi là, ça te fait quelque chose que comme toi tu es médiocre ou quoi. On aime quand le blanc réussit chez nous ou l'autre réussit chez nous. Mais quand c'est un frère là, tout le monde va se battre là pour l'amener en bas. On aime être des crap in the barrel. Mais pourquoi ça, selon toi? Mais c'est self-hate. C'est l'esclavage. Comment est-ce que tu peux comprendre l'esclave est arrivé? Un blanc de 5 personnes vient dans un village, ils vont prendre tous ces gens-là pour les mettre dans le truc. Comment ça s'est passé? Bah, c'est d'autres frères. Ben oui, c'est depuis là. C'est depuis là. Donc déjà même la base. La base là, on se déteste. C'est ça le souci. On ne sait pas travailler ensemble. On ne s'aime pas. Comment tu peux comprendre un pays, ces pays-là, en Afrique de l'Ouest, tout le monde va avoir de propres airlines. Côte d'Ivoire Airlines, Sénégal Airlines, ils sont tous en retard, ils sont pas du tout. Même Mauritanie a Airlines, hein, tous ces pays-là. Mais si on faisait que chaque pays donne un avion, comme on avait fait avec Jeune Afrique, qui sera plus fort que Air Afrique? Qui a gâté Air Afrique? C'est les politiciens. Ils vont venir amener leurs cousines, leurs copines, leur as a wife, leur third wife, leurs amis, tout le monde va aller. Ils ne payent pas.
Donc, c'est à part terre. Maintenant, pour voyager en Afrique, c'est un grand problème. Tout ça, ça revient de ce que je disais, self-love. C'est pourquoi il faut aller à la base et éduquer la jeunesse. Mettre de ce qu'on appelle de pride, une fierté en eux. De savoir que le succès de l'autre, c'est mon succès. Et d'être fier que there's a success story. On crée des modèles de succès. Maintenant, en Afrique, les gens qui réussissent, ils se cachent parce que tout le monde t'attaque. C'est ça. Dès que tu réussis, tu es franc-maçon, tu es sorcier, tu as vendu quelqu'un, tu as volé l'argent de quelqu'un ou tu es vendeur de drogue. Mais on ne croit pas à self-made. Moi, je viens des États-Unis de rien du tout, jusqu'à la Maison-Blanche, et on m'a jamais demandé qui est mon père, qui est le politicien derrière moi, est-ce que je suis homosexuel ou j'ai vendu de la drogue ou je suis franc-maçon, rien du tout. C'est le travail que j'ai fait. Comment est-ce qu'on va arriver où l'Africain accepte que l'autre Africain peut réussir sans faire ses sorcelleries et tout ça? Ça, c'est du travail. C'est ce que je disais à la base. Il faudra investir dans l'humain. C'est ça. Il faudra investir dans l'économie de la connaissance. Parce que quand la personne est ignorante, elle connaît pas, elle peut faire que ce qu'elle voit autour d'elle. Donc ça, c'est des travaux de longue date. Donc pourquoi moi, tout mon investissement en Afrique, c'est investir à la jeunesse et les jeunes femmes. C'est tout ce que je fais. Parce que je sais que cet investissement va payer tôt ou tard. Et j'espère que les États vont suivre ce genre de modèle d'investissement. Parce que Lee Kuan Yew, elle a compris très tôt quand ils ont eu des soucis avec Malaisie. Et aujourd'hui, Singapour est un exemple of nation building. Exact. Discipline, hard work, clean, organized, excellence. Si ils peuvent le faire, nous, sans ressources naturelles, nous, on peut le faire. Mais c'est pas du travail qu'on fait aujourd'hui pour avoir des titres de ministre, de président, pour faire de l'argent, que tout le monde te fait ça. Et après, à la fin, tu te fais de l'argent et puis quelqu'un d'autre fait la même chose. Tout le monde reste au pouvoir parce qu'il y a l'argent. C'est pas comme ça qu'on va développer nos pays. Il faut une vision. Et cette vision, il faut préparer la jeunesse, la population pour aller avec vous dans cette vision. C'est pourquoi moi, je crois fermement pour changer, pour aller vite dans ce changement de mentalité. Nos États devaient faire que tous les jeunes du pays là vont dans l'armée. C'est ça. Tu fais minimum 6 mois, 1 an, 2 ans. Je te discipline. Et dans l'armée, on définit carrément le modèle de jeunes leaders qu'on veut dans ce pays. Et dans 6 mois, l'armée va nous aider, dans ce pays-là, changer ces jeunes-là. Et quand ils sortent, ils seront des citoyens modèles. Et tu sors pas sans métier. Oublie les diplômes. Mais mon frère, affaire de diplômes, c'est seulement aujourd'hui les Africains qui vont aller faire des PhD dans les grandes universités. Hein. Et c'est des théoriciens d'économie qui ne peuvent même pas gérer une boutique. Je pense que c'est de l'argent gaspillé. C'est gaspillé. La connaissance, c'est bon, mais il faut des trucs, il faut savoir faire quelque chose, toucher quelque chose. Ceux qui savent faire ça, c'est eux qui mangent aujourd'hui. C'est ça. Tout ça qui vient de la Chine. Pourquoi la Chine aujourd'hui est usine du monde entier? Parce qu'ils ont investi sur l'économie de la connaissance. Ils savent construire. Les Africains, maintenant, ils sont tournés même pour aller en Turquie. Ils vont là-bas acheter les fournitures de la maison. Ils sont contents de te dire, j'ai acheté ma télé, tout ce qui va dans la maison Turquie, c'est pas cher, il faut aller là-bas. Mais ça, moi, quand je le vois, j'ai mal. C'est ça. Mais quand est-ce qu'on va être, nous, l'usine du monde entier? On sait rien faire. Tu peux avoir 4 diplômes, 4 PhD, tu sais même pas créer un petit banc. Là, de noodle, to make that, on sait pas le créer. On a le coton ici au Mali, on sait pas faire nos propres habits. On prend le textile ailleurs. Ouais. Pour le transformer, il faut aller à l'extérieur. Ouais. Mais un pays comme ça, il y a un avenir? Il n'y a pas d'avenir. C'est ça mon souci, moi. Et c'est extrêmement grave ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que ce qui se passe dans ce continent fait peur. Moi, ça me fait peur. Parce que je vois l'Occident, la Russie, je vois la guerre ici, la guerre stratégique qui est en train d'être faite avec la Chine. Tout le monde est là. Et nous, on est en train de dormir. Au-delà de ça, nos jeunes sont en train de mourir dans l'océan Atlantique pour aller à l'Occident. C'est catastrophique. Et tu vois de l'autre côté, les politiciens sont extrêmement riches. C'est seulement en Afrique, tu vois, les gens les plus riches dans ce continent, c'est pas des businessmen, c'est des politiciens. C'est pourquoi ils veulent faire de la politique. C'est ça. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Par rapport à ça. Merci beaucoup. Donc, tu crois beaucoup aussi au travailler ensemble. C'est pour ça que tu as créé ton mouvement dont on va parler. Bon, je pense qu'on le sait, mais c'est important de l'entendre de toi. Pourquoi et comment tu penses que les Africains peuvent travailler ensemble pour avancer? Parce qu'une chose, c'est de vouloir. Mais après, parfois, dans le concret, il y a beaucoup de difficultés. Bon, on va pas s'arrêter sur les difficultés, mais comment? Il faut le comment. Moi, je dis toujours,
si je change, l'Afrique change. C'est ça. Si je veux un changement, moi-même, je dois changer. Si je veux que les gens travaillent ensemble, il faut que je commence à travailler avec des gens. Donc, j'ai créé Afro Global Connect. Donc, j'ai vu ton talent, ta lumière, ce que tu es en train de faire, extrêmement important. Vraiment, ce que vous êtes en train de faire, bravo. Merci. Je t'ai appelé moi-même pour te dire que j'ai besoin que tu viennes travailler avec nous. On met nos forces ensemble sur Afro Global Connect. J'ai vu Stéphane Mbida faire la même chose, je l'ai appelé. J'ai vu mon frère Philippe Simon faire la même chose, je suis allé dans sa conférence pour le soutenir, qui fait un travail colossal. Mais nous tous, si on se met ensemble, oublie les autres, mettez-vous juste ensemble. Toi, si tu mets avec deux personnes comme toi, tu leur donnes de la lumière, ils te donnent de la lumière, ça commence par là, petit à petit. Exact. On ne peut pas se lever au jour pour dire, OK, amenons tous les Africains pour travailler. C'est impossible. Il faut commencer là où tu es. Comme je fais au début, je t'ai dit, tout ce que je vois comme problème en Afrique, j'essaie d'apporter une petite contribution qui est très modeste, mais à ma manière. Et petit à petit, one day, maybe, d'autres vont faire la même chose. Un jour, ça va changer. Donc, quand j'ai voyagé en Brésil, et je vois que la majeure partie, après l'Afrique, le pays le plus peuplé de Noirs, c'est le Brésil, c'est pas les États-Unis. Je ne savais pas. 52 millions d'Afro-Brésiliens. Je vais en Colombie, 12 millions d'Afro-Colombiens. Venezuela, partout en Amérique du Nord. J'ai fait la Réunion de l'autre côté, l'île de la Réunion, après Guadeloupe, Saint-Martin, Martinique, Haïti. Toutes ces îles-là, je rencontre des Afro-descendants qui n'ont pas de connexion à l'Afrique. Il est temps de créer Afro Global Connect. Ces Afro-Américains que tu as rencontrés dans la conférence avant-hier, qui sont venus avec moi, mais ils sont contents, c'est la première fois, eux, de venir mettre leurs pieds sur le sol de leurs ancêtres. Ils ont pleuré hier. Hier, ils ont pleuré, non? Pendant la conférence. Elles ont pleuré comme des enfants. Parce que, après deux grands-parents, elles ne connaissent pas leurs parents. Elles étaient des esclaves. Elles ne connaissent pas s'ils sont de Bénin. L'autre m'a dit, elle a fait test. On l'a dit 81, 70% maliens. Il y a une d'entre eux. 71% maliens. On ne leur dit même pas où vous êtes. Mais ils payent de l'argent pour savoir, ils viennent d'où. Nous, on connaît tous nos parents. On fait quoi avec ça? Tout ça, c'est des bénédictions qu'on n'utilise pas. Maintenant, moi, ce que je fais, je vais dans ces pays-là, je les invite de venir rencontrer les Africains, toucher la terre de leurs ancêtres, peut-être faire du business ici. Et que ça va aider l'Afrique. Donc, pour travailler ensemble aussi, c'est ce que je suis en train de dire. Essayons là où on est, de travailler, tu peux travailler, tu es en train de travailler avec quelques jeunes qui sont là, très talentueux dans le digital et dans tout ce qui est audiovisuel. Ça commence déjà. Parce qu'avant, pour avoir ça, il faut avoir quelques Français en Côte d'Ivoire, qui vont le faire pour toi. Qui vont le faire pour moi, c'est ça. Bravo, tu as déjà commencé, mon frère. Mais on va pas s'arrêter là, en tout cas. On continue. Donc, chacun commence là où il est déjà. Exactement. Et puis ensuite, on va étendre. À propos de travailler ensemble, on t'a vu travailler avec Akon, l'artiste. Ça, c'est une question que tout le monde voulait savoir. On s'est dit, il y a eu Akon City qui a été lancé, la ville futuriste africaine qui allait représenter les valeurs et le savoir-faire africain. Et tout le monde était content. Aujourd'hui, où est ce projet? Et où est le projet, le projet de Lightning de l'Afrique que vous avez commencé? Africa, voilà. Où est-ce que c'en est aujourd'hui? Bon, d'abord pour Akon Lightning Africa, moi je suis le cofondateur. On était trois, Samba, Akon et moi. C'est bien deux projets distincts. Hein. On a Akon City et Akon Lightning Africa. Donc pour cela, moi j'étais pour l'électrification rurale de l'Afrique. D'accord. On a fait d'énormes résultats par rapport à ce projet. D'ailleurs, ce projet a changé ma vie. Pourquoi je suis arrivé au Sénégal? Parce qu'à chaque fois que je quittais les villages, les gens qui n'avaient pas d'électricité pleuraient. Quand je rentrais à Washington, ça m'a travaillé, quoi. 600 millions d'Africains dans le noir. Imagine. C'est 2 fois les États-Unis, la population des États-Unis, qui n'ont pas d'électricité. C'est-à-dire que si on fait rien, ils vont toujours vivre dans le noir. Ils n'ont jamais vu l'électricité. Dans ce continent. Aujourd'hui. Et quand on allait dans ces villages-là, on voyait des vieux qui pleuraient, qui n'auraient jamais imaginé voir leurs enfants voir l'électricité. Mais l'Afrique est compliquée. Les politiques sont trop forts. Ils ont beaucoup de pouvoir et que tu investis, tu donnes et que tu viens faire du travail pour, par exemple, un pays comme le Mali, Burkina Faso, la Guinée, etc., le Niger. C'est des exemples qu'on a vécus. Tu viens, tu investis avec le gouvernement et te donne, écoute, donne-nous tant d'électrification sur tant de villages et puis tant de panneaux solaires, de kits solaires, des mini-grid systems. Et tu vois, tu prends ton argent. On avait une ligne de crédit from China de $1 milliard.
On amène tous les matériels, on met les équipes, on forme les jeunes, ils vont aller travailler. Maintenant, le gouvernement doit te payer. Même si c'est par an ou par quelques mois, je sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à te payer. Un an après, il y a les élections. Un autre gouvernement, il vient, il dit non, on ne te paye pas. Parce que tu étais avec eux. Même si ça a aidé le pays. Si tu le fais 2, 3 pays, 4 pays, est-ce que tu peux continuer un projet comme ça? Tu peux pas. Donc ça, c'était compliqué. C'est Econ Lighting Africa. Et moi, je me suis concentré après sur l'agriculture, j'ai décidé de faire ça. Et j'en parle sur mon nouveau livre, Retour à la terre natale, de qu'est-ce qui m'a poussé de quitter le projet. Deuxième point, c'est la question de Econ City. Ça, je suis pas impliqué, je connais pas. Econ m'en avait parlé au début, moi, je n'étais pas intéressé. Je voulais me focaliser sur mon projet d'agricole, c'est Jeff Zone, qui a 10 ans cette année, plus de 10 000 jeunes formés là-dessus. Et je suis content des résultats. Mais Econ City, moi, je crois aux Africains qui rêvent, qui veulent faire du bien. Mais parfois, il y a des contraintes. Je ne sais pas c'est quoi les contraintes. Quand tu verras et quand tu peux lui poser la question. Donc, je ne peux pas répondre à sa place. C'est un frère, je connais bien, c'est un ami. Mais je ne peux pas répondre à sa place. Je ne connais pas. Le projet, je ne suis pas impliqué. J'ai jamais été sur la place. Je suis du Sénégal, j'ai jamais été. Ce qui ne m'intéresse pas, je ne me mêle pas dedans. Je reste dans my circle of competence. Ok. On va terminer avec cette question. Elle est légèrement plus personnelle, c'est de comprendre. Bon, je pense qu'on le sait, mais ça va être important et ça va être en même temps ton message pour les jeunes. Tu avais une belle carrière politique aux États-Unis, tu as décidé de tout laisser pour venir en Afrique. Il y a plein de personnes qui sont dans la diaspora aussi, qui sont africaines, qui ne veulent pas rentrer. Donc, qu'est-ce qui, toi, t'a motivé spécialement à rentrer et quel est le message que tu peux donner à toute cette diaspora qui ne veut pas rentrer et venir aussi? Mais il n'y a rien de spécial à ça. C'est ça. Tu sais que ce qui devait être un problème, c'est que si j'avais décidé de rester aux États-Unis. C'est ça. Nous, au début, quand on part à l'extérieur, c'est pour retourner. C'est simple que ça. Bien que les gens étaient étonnés au début, surtout ma famille, quand je revenais, je vais au village, je dis, mais comment tu peux être à Washington, tu viens ici dans des villages? Je dis, mais c'est mon pays. Moi, j'étais allé pour chercher la connaissance et même l'argent, je sais pas quoi, pour de l'expérience, pour venir participer à la construction de mon pays et de mon continent. Mon continent est en construction. J'ai deux choix, de rester à l'extérieur, regarder les autres venir construire mon continent, ou bien de venir participer. J'ai choisi de venir participer pour que mes enfants demain, mes grands-enfants seront fiers de leur pays d'origine. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que j'ai fait. Tout le monde a fait la même chose avant. Nos leaders avant. Nkrumah pouvait rester à Londres, il est retourné. Senghor, Houphouët-Boigny, ils étaient en France. La diaspora a toujours pris le retour pour participer et construire le pays. Tous ces leaders que vous voyez, les Patrice Lumumba et tout ça, ils ont fait la même chose. Même récemment, toute la diaspora qui revient, qui sont là. Ah ben, on a besoin d'eux ici. Beaucoup de ces jeunes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils connaissent même pas l'Afrique, c'est leurs parents qui étaient partis. Mais eux, ils ont décidé de retourner pour participer sur la terre de leurs ancêtres. Ça, c'est à saluer. Mais c'est pas extraordinaire, c'est normal. Pour ceux qui décident de rester, on a aussi besoin de la diaspora qui reste à l'extérieur. Attention, tout le monde ne peut pas rentrer. Comment on fait si tout le monde rentre? Ben, il faut envoyer de l'argent, ça c'est un. Mais il faut aussi être nos ambassadeurs là-bas, être des soft power pour nous. Parce qu'on transporte on a des Africains qui sont là-bas, des docteurs, des médecins, de tous les ingénieurs, etc. Mais est-ce qu'ils transportent le savoir-faire? Ben, ils transportent l'Afrique. Parce que le meilleur de nous, on aurait aimé que ça reste ici. Mais s'il reste là-bas aussi, on montre l'Ivoirien qui est meilleur à New York, qui est encore magnifique à Harlem, ou bien à Bronx, ou bien, je sais pas, à Boston, à Harvard, ou bien à George Washington University. C'est un ambassadeur du pays. Et on a besoin de ces gens là-bas qui parlent pour nous, qui nous représentent, et en même temps qui aident à développer le pays en dehors des États-Unis, en dehors de notre continent. Donc on a besoin des deux. On a besoin des ambassadeurs à l'extérieur, on a besoin aussi des gens ici qui continuent à travailler. Et ceux qui retournent, qui peuvent retourner, ils doivent retourner parce que ce continent en construction a besoin de... Et il y a beaucoup à faire dans ce continent, il y a beaucoup d'opportunités. Mais ce que je veux pas, c'est que nous tous on dit, ouais, tout le monde retourne. Et les gens, ils laissent leurs opportunités, les privilèges, les enfants qui doivent dormir, qui doivent grandir, etc. Et ils viennent ici, ils ne trouvent pas leur place, et ça arrive parfois. Et c'était tellement forcé, ils doivent encore retourner et recommencer. Ceux qui peuvent, retourner. Ceux qui ne peuvent pas, restez là où vous êtes. Dès que vous êtes connecté à l'Afrique, dès que vous créez des projets en partie de là où vous êtes, vous continuez à développer le continent, à participer sur le développement de notre continent. À Washington, par exemple, si dans le Congrès américain,
si à la Maison Blanche, si au département d'État, si dans les Nations Unies comme l'ONU, on n'a pas des Africains qui sont là-bas sur le débat, qui peut taper sur la table pour les intérêts de l'Afrique, qui va le faire? On va tous retourner ici, on fait quoi? Hein? On va se battre ici pour Non, pas du tout. Voilà, donc il faut les deux. Certains restent, envoyer toujours de l'argent, mais aussi créer des projets, amener vos compétences, participer, ceux qui peuvent venir nous aider. Et quand vous venez, pour finir dans ça, restez humble, changez de cap. Si vous êtes aux États-Unis, à l'aéroport de Côte d'Ivoire à Dakar, là, laissez le mindset américain, parce que quand on est à l'extérieur, on a changé sans le savoir. Et quand on vient, le pays aussi a changé quand on a quitté. C'est ça. C'est pas le pays qu'on a laissé. Et nous aussi, on vient une autre personne parce qu'on a pris des habitudes des Américains quand ils viennent. Par exemple, des 10h, c'est 10h, 11h, c'est 11h, toutes d'autres habitudes comme ça. Tu viens, tu penses que tu es aux États-Unis, on va te regarder comme tu es arrogant. Donc, première des choses, quand on vient, redevient africain. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être excellent, mais il faut être patient. Il faut s'adapter à la réalité et de la culture de notre propre pays pour pouvoir faire du business ici. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et j'en parle sur mon nouveau livre. Les difficultés que j'ai eues, les entreprises que j'ai créées sont tombées dans l'eau. Échec. Pourquoi? Parce que j'avais pas appris. Personne ne m'a appris d'être encore, toujours humble, mais de s'adapter de la réalité du pays. Ça m'a pris du temps. C'est pourquoi je dis toujours à la diaspora, au retour, il faut apprendre à comment revivre encore dans le pays. Mais si vous arrivez à le faire, vous allez faire des miracles ici parce qu'il y a d'énormément, tellement de choses à faire. And there is no place like home. We are not a foreigner. We are in our own home. And we love it. Africa is beautiful, beautiful weather. We have the sun, it's warm. And when you make money, you can help to create employments. So thank you for having me, my brother. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Comme vous le voyez, on peut pas parler de tout. On a fait quoi, plus d'1 heure, mais encore beaucoup de choses. Ça passe très vite. Mais je vais venir à Dakar. Il faut. Venez nous voir à Jeffzone. Exactement. On va continuer à travailler ensemble. On va continuer à travailler. En tout cas, merci beaucoup, Tion, pour ton temps. Merci Et puis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Quand j'irai voir Tion à Dakar, à Jeffzone, je vais encore les poser et on va discuter de tout ça. Merci, mon frère. Merci beaucoup. God bless. Et bravo encore Take pour le care. travail. God bless Africa. Merci.